Bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue une fois de plus à notre webinaire. Aujourd'hui, nous allons recevoir M. Alexis Koualan, qui est le cofondateur et CEO de Citec. Également, il travaille au sein de Orange. Il va nous entretenir aujourd'hui sur la notion de savoir est-ce qu'il faut être agile ou DevSecOps. C'est une de ses spécialités. Donc, comme on ne perd pas le temps, je vais lui laisser rapidement la parole pour qu'il se présente et qu'il nous présente le sujet d'aujourd'hui. Monsieur Kouala, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup, Jocelyn. J'espère que vous m'entendez très bien. Voilà, c'est un plaisir de pouvoir présenter ce sujet dans lequel je baigne maintenant depuis 2008 et qui fait partie aussi des expertises que j'ai développées et aussi l'ADN, que ce soit à la fois chez Orange où je travaille, chez Citec que je dirige et même dans la vie de tous les jours. Voilà. Et donc la question qu'on se pose, hein, je vais me présenter après, mais déjà je vous donne le sujet. Hein. C'est êtes-vous agile DevSecOps compatible? Donc c'est une question que je pose, une question ouverte. Donc c'est le 7e webinaire ECITech. Et donc voilà, moi je suis CEO et cofondateur ECITech. ECITech, c'est une entreprise de formation composée d'écoles d'ingénieurs et aussi d'assistance technique, d'accompagnement des startups. En tout cas, on travaille dans l'univers du numérique et on est impliqué sur tous les sujets qui touchent au domaine du numérique, aux nouvelles technologies, à l'entrepreneuriat et à la formation des ingénieurs en génie logiciel. Donc voilà, moi, j'ai pour habitude de faire ce slide-là pour me présenter parce qu'il synthétise et résume bien qui je suis. Et bon, il y a des choses que j'ai pas mises là, hein, c'est-à-dire tout ce qui est bénévolat, je l'ai pas mis, mais je pourrais le rajouter. Et donc voilà, si vous voulez vraiment avoir plus d'infos sur moi, vous pouvez aller sur LinkedIn. Bon, je suis moins sur Twitter, mais il m'arrive d'aller sur Twitter. Donc c'est surtout sur LinkedIn que vous trouverez des informations du point de vue professionnel de ce que je fais en termes de coaching, en termes d'accompagnement, en tant que dirigeant, en tant que formateur et aussi en tant qu'expert chez Orange pour conduire la transformation digitale dans le domaine de l'exploitation, à la fois l'IT et puis le réseau. Donc, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que le but, c'est pas de parler de moi, mais plutôt parler, savoir si vous êtes agile et DevSecOps. Donc, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, l'agenda que je vous propose, c'est en 6 étapes, en 6 points. Donc, déjà, c'est quoi le contexte? Pourquoi parle-t-on d'agilité? C'est quoi l'agilité? C'est quoi le changement de paradigme que cela implique? Donc, le DevSecOps, qu'est-ce que c'est? C'est quoi une topologie des équipes DevSecOps? Comment ils travaillent? Quels sont les bénéfices attendus? Parce que, bah, est-ce qu'on le fait parce que c'est sympa, c'est intéressant? Ou alors, il y a des vrais bénéfices business hein, et de transformation qui sont attendus. C'est quoi les ingrédients? Voilà, pour pouvoir faire une bonne implémentation réussie de l'agilité du DevSecOps dans votre contexte, entreprise ou en tant qu'entrepreneur. Et un petit questionnaire que j'appelle le radar DevSecOps pour savoir si vraiment vous êtes compatible ou pas. Parce que c'est finalement la question qu'on se pose. Hein. Tout le cheminement, c'est pour répondre à cette question. Et enfin, une conclusion, pour savoir si vous êtes prêt à y aller ou prendre l'envol pour l'implémentation de la DevSecOps. Donc ça, c'est une image d'une usine de production hein, de mobile, hein, la coccinelle, la 4L, la 4 chevaux, pour ceux qui ont voilà, le souvenir. Donc ça, c'est un environnement qui est né du XXe siècle, c'est-à-dire c'est l'environnement après-guerre. Donc il fallait produire en masse. Et donc, il y a encore aujourd'hui des usines qui sont organisées comme ça. Hein. Si on prend la Sofitex, la Citec, la Sonabi ou d'autres entreprises au Burkina qui fonctionnent en mode silo avec, je dirais, une production industrielle de masse avec des lignes de production, voilà, des gens qui travaillent et qui se parlent pas parce que finalement, chacun doit se concentrer sur sa tâche. Et si tu fais pas bien ta tâche, bah, en fait, voilà, il y a le contremaître qui vient te voir. Le contremaître, c'est le responsable de la ligne de production. Et donc, ça, c'est une production de masse parce qu'on sortait de la guerre, il fallait produire en masse, une organisation en silo, un client passif, c'est-à-dire que si tu n'es pas content en tant que client, bah, tu peux te plaindre, mais personne t'entendra. Au mieux, c'est tes voisins qui t'entendront, mais sinon, voilà, il n'y a personne qui, voilà, tu peux pas te plaindre comme aujourd'hui, on le fait. En tout cas, à l'époque. Donc, une collaboration faible du fait du silo
Il y a le commandant de contrôle, je parlais du contremaître, qui est là pour vérifier que tout est bien fait et ce qu'on demande a été fait. Donc, ça génère de la défiance. La défiance, c'est même pas la méfiance, c'est la défiance. C'est, on rejette le problème sur l'autre, en fait, à chaque fois. C'est ça, la défiance. Et donc, on s'est dit, attention, s'il y a un problème, c'est que c'est forcément l'autre qui essaie de nous mettre un peu les bâtons dans les roues. Un monde binaire, voilà, il n'y avait pas de compromis, il n'y avait pas de juste milieu où c'était soit 0, 1, soit vrai, soit faux, il n'y a pas d'intermédiaire. Et donc un monde aussi de prolétariat, hein, c'est-à-dire que les gens étaient plus pauvres en 1945-1950 qu'aujourd'hui, même si on dit encore il y a la pauvreté, hein, mais c'est pas la même pauvreté, parce qu'en 1945, 1950, 1960, c'était vraiment, le pouvoir d'achat était vraiment faible. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus un problème de répartition de richesse que de la pauvreté intrinsèque. Alors, qu'est-ce qui a changé? Donc, ce qui a changé, c'est que le cycle de vie des technos et des produits est réduit. Donc, un iPhone, un Android, un téléphone, c'est 18 mois. Au-delà de 18 mois, en général, il est considéré comme obsolète ou has-been ou n'est plus à la mode. Chacun d'entre nous a un produit personnalisé, que ce soit le téléphone, voilà. Je prends toujours l'exemple du téléphone parce que c'est l'outil digital par définition. Voilà. On a la voiture personnalisée et dans le milieu des people, tout est customisé, tout est vraiment, voilà, ça s'identifie à la star, à l'influenceur, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, tout ça, c'est des choses qu'il n'y avait pas avant. Donc, c'est ce monde digital-là, donc on a un retour viral immédiat. Aujourd'hui, si tu fais un produit, s'il est bon, tout le monde le sait tout de suite. S'il n'est pas bon, tout le monde le sait tout de suite. Donc, tu as intérêt à faire un bon produit. Alors, attendez, il y a 2 personnes qui sont dans la salle d'attente. Je vais les admettre et puis après, je vais reprendre. Et donc, ce retour immédiat et viral, c'est quelque chose qui est au cœur de la transformation digitale parce que les enjeux, c'est d'aller vite, mais aller juste. Pas aller juste vite, mais il faut pouvoir être juste. Juste, c'est avoir le bon produit qui marche. Et donc, ensuite, il y a l'accessibilité des technologies et de l'information. Par exemple, je vous donne à titre d'exemple, Abraham Lincoln, l'un des présidents emblématiques des États-Unis, est décédé en 1865, assassiné à la sortie d'un théâtre. Est-ce que vous savez combien de temps le dernier Américain a mis pour savoir que l'homme le plus puissant à l'époque a été assassiné? Alors, si vous posez la question, c'est 6 semaines. 6 semaines pour que tous les Américains soient au courant que leur président est assassiné. 6 semaines. Donc, à l'époque de 1865, c'est les pigeons voyageurs, c'est la diligence, c'est les cow-boys, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas SMS, il n'y avait rien de ce qu'on a aujourd'hui. Donc, c'était compliqué de justement propager l'information. Aujourd'hui, quelque chose qui se passe à l'autre bout de la planète, tout le monde est au courant parce qu'il y a Internet, il y a Facebook, il y a les réseaux sociaux, tout est inondé. Et ça, c'est quelque chose qui va changer la manière dont on innove, qu'on crée des produits ou on entreprend. Il y a la digitalisation physique du monde physique. Donc, il y a Metaverse qui vient de sortir avec Facebook. Avant ça, il y a Pokémon Go, il y a la Wiibox, la Xbox, la PS4, FIFA 2000. Tout ça, ce sont des technos qui sont en train de briser ou d'éliminer la frontière entre le monde physique et le monde digital. Donc, on est complètement immergé dans un monde digital. Et ça, c'est important aussi par rapport à ce qu'on va faire aujourd'hui. Quand je dis faire, c'est créer des produits innovés. Et il y a la motivation intrinsèque des collaborateurs. Ça, avant, les gens, ils obéissaient à un contremaître. Aujourd'hui, les gens, ils veulent comprendre pourquoi ils font telle ou telle chose. Est-ce que c'est écologique? Est-ce que c'est éthique? Est-ce que ça prend en compte mes valeurs? Il y a plein de choses que les gens veulent incarner à travers le boulot. Donc, vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas aller travailler dans d'autres entreprises parce que ça respecte pas les droits de l'homme, ça ne respecte pas l'écologie, ça ne respecte pas les animaux, ça ne respecte pas la nature. Voilà. Vous pouvez trouver plein de critères où les gens ils refusent de travailler dans une boîte ou dans un domaine. Il n'y avait pas ça avant. Hein. Il y a 40, 50 ans en arrière, je dirais 40, 50 ans, 60 ans en arrière, non, tu travaillais pour vivre en fait. Hein. Donc, tu n'étais pas là à te poser ces questions existentielles-là. Donc, l'agilité est née de ce contexte-là. Donc, on a quitté un monde qui finalement était devenu obsolète, on va revenir un peu plus tard, et il y avait 4 problèmes. Les problèmes à résoudre, c'est la visibilité.
comment je fais en sorte que mon client il soit au courant, il ait une visibilité du produit que je suis en train de développer pour lui. En méthode traditionnelle, si on continue à faire comme ce qu'on faisait avant, il y a 60, 70 ans, ben, en fait, c'est l'effet tunnel. Donc, on se voit en début de projet, on attend 6 mois, poum, on ressort du tunnel et puis on présente le produit. Bon, il y a des surprises. Le produit, il peut être bon, il peut être pas bon. Et en fait, finalement, il n'y a pas moyen d'adapter. Donc, avec l'agilité et le DevSecOps, on va pouvoir adapter, donner de la visibilité et on verra comment tout au long du développement du produit. Donc, vous voyez bien qu'il y a une différence, un gap entre la méthode traditionnelle et la méthode, la méthode agile ou DevSecOps. L'adaptabilité. Donc, comment on peut s'adapter au cours du projet. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est au cœur de la démarche agile et du DevSecOps. La valeur business, comment je donne de quelque chose au client pour qu'il puisse l'exploiter et le faire fructifier avant même la fin du projet. Donc, par exemple, si je veux développer un site web, je ne vais pas attendre 6 mois pour avoir le site web. Normalement, je devrais avoir un site web où je présente mes produits, un numéro d'adresse, un numéro de téléphone, un mail, pour que les personnes puissent me contacter. Sinon, je vais cramer tous mes sous et peut-être que je n'aurai même pas le site web. Donc, il n'y a pas de valeur business. Et l'agilité va permettre ça. Le risque, comment je réduis le risque au projet? Donc, il y a le risque marché, le risque client et le risque produit. Comment je réduis ces 3 risques-là quand j'innove, quand je crée et quand j'entreprends, tout au long du développement de ma solution? L'agilité, la démarche agile et la culture DevOps va renforcer et vraiment permettre d'être au cœur de la résolution de ces 4 problèmes. Voilà. Donc, ce monde que je suis en train de décrire, finalement, c'est un monde VUCA. Donc, le VUCA, c'est volatile, incertain, complexe et ambigu. Qu'est-ce qui est volatile? Les choses changent très vite. Le monde est incertain. Moi, je ne suis incapable, bien malin qui dira qu'est-ce qui se passera demain. Et les derniers événements, par exemple, au Burkina, le prouvent. C'est-à-dire ça va très, très vite, que ce soit la guerre en Ukraine, l'insécurité au Burkina, la turbulence dans les autres zones. Personne ne sait qu'est-ce qui va se passer demain. Personne. La complexité, c'est-à-dire que parfois, ce qui est connu est très petit pour pouvoir prendre une décision dans un contexte donné. On n'a pas beaucoup d'informations. Ou c'est ambigu, ou alors on a trop d'informations et donc on ne sait pas faire le tri de l'information. Vous voyez, la complexité, c'est j'ai 1/10 de l'information, donc ouais, avec ça, c'est pas, je ne peux pas prendre une décision. Ou alors, j'ai 200% de l'information, donc c'est-à-dire j'ai l'information noyée dans des trucs, ce qu'on appelle habituellement du bruit, dans le traitement du signal, du bruit. C'est-à-dire que je suis perdu, je ne sais pas lequel est bon, lequel est pas bon, je ne peux pas faire le tri. Donc ça fait, voilà. Donc aujourd'hui, des technos comme la data science, le machine learning peut aider, mais oui, mais encore faut-il pouvoir traiter les bonnes données, avoir les bons algorithmes, les bons modèles pour pouvoir justement prendre une décision. Ça, c'est le monde VUCA. Alors, le monde dans lequel on est en train de vivre, c'est finalement un monde banni. Banni, ça veut dire brittle, anxious, non linéaire et incompressible. En français, c'est plutôt un monde fragile. Brittle, ça veut dire fragile. C'est-à-dire que c'est l'illusion d'être sur une forteresse alors que finalement, on est comme un géant au pied d'argile. Alors que c'est par exemple l'agriculture, les sécheresses qui préviennent pas. C'est-à-dire, on s'attend à avoir des pluies, mais pendant 6 mois, on n'a pas de pluie alors qu'on devrait avoir des pluies. C'est le réchauffement climatique, c'est les changements climatiques, c'est les guerres, c'est les insurrections. Tout ça, c'est des choses, c'est très fragile. Donc, il y a des domaines qui sont très fragiles. Aujourd'hui, quand vous commandez un ordinateur ou un téléphone, les délais sont rallongés parce qu'il n'y a plus de semi-conducteurs, il n'y a plus de micro-conducteurs qui sont fabriqués puisqu'il y a la pénurie. Donc, en Asie, ils ne fabriquent plus. Donc, les délais sont très, très, très longs aujourd'hui. Donc, c'est un secteur qui est fragile, le secteur de nouvelles technologies. C'est très fragile. Anxieux, c'est l'anxiété. C'est-à-dire que les gens ont soit beaucoup d'informations ou ils n'ont pas l'information et donc ça crée une forme d'anxiété. Rappelez-vous, pendant la période de la Covid, tout le monde était anxieux. Il n'y a personne qui était sûr que ça allait bien. Tout le monde était anxieux. Il y en a qui avaient peur, mais la plupart des gens étaient anxieux du demain, du futur, parce qu'ils n'avaient pas les bonnes informations, ou ils avaient des mauvaises informations, ou ils avaient trop d'informations. Non linéaire.
C'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a plus d'une relation de causalité, en fait. Donc, on ne peut pas dire telle chose, s'il se produit, forcément, ça va engendrer ça, parce que deux fois, bah, c'est disconnecté, en fait. Quand je dis c'est disconnecté, c'est-à-dire l'effet est disconnecté de la cause et la cause est disconnectée de la, déconnecté, je parle maintenant du franglais, déconnecté de la cause, en fait. Et donc, c'est finalement un monde qui est incompréhensible. Soit avec l'excès d'informations dans lequel on baigne, on est noyé avec, je dirais, le flot de data avec les réseaux sociaux. En fait, c'est un monde qui est incompréhensible parce qu'il n'est plus intuitif. On ne peut plus dire, ouais, ouais, je sens. Non, tu ne peux plus rien sentir. Oui. Donc, la fragilité peut être adressée avec la résilience et la flexibilité. Donc, c'est une solution pour faire face à la fragilité. L'anxiété peut être adressée avec l'empathie et, je dirais, pas la pleine conscience, mais quelque chose qui est du domaine voilà, de prendre du recul, être, comment on appelle ça? Il y a un mot que le discernement, en fait. Voilà, le discernement par rapport à une situation, par rapport à une cause, par rapport à des informations. Et aujourd'hui, on manque de discernement dans beaucoup de choses. Les gens sont dans l'émotion, ils s'emportent trop vite, et donc ils sont anxieux, ils sont stressés, alors qu'il suffit de prendre du recul et en général, on arrive à s'en sortir. Ou en tout cas à comprendre le monde dans lequel on vit. La non-linéarité peut être adressée avec plus de contexte, voilà, dans quel contexte on est, et aussi plus de flexibilité. Et l'incompréhensibilité peut être adressée avec la transparence et l'intuition qu'on peut développer à travers une forme d'apprentissage. Donc l'agilité, finalement, c'est quoi? Pour adresser tous ces problèmes-là. Là, je viens de vous décrire plein de problèmes, un décor assez, je dirais, voilà, pas très joyeux. L'agilité est née pour adresser ça. Donc, l'agilité est née avec 4 valeurs et 12 principes. Et là, je vais vous présenter les 4 valeurs. Les 4 valeurs, la première, c'est individus et leur interaction plus que les processus et les outils. Logiciel opérationnel plus qu'une documentation exhaustive. Collaboration avec les clients plus qu'une négociation contractuelle. Et enfin, adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. C'est-à-dire que l'agilité dit, on va mettre l'effort et l'énergie sur les 4 blocs de gauche, mais sans oublier les 4 blocs de droite. Voilà. Les 4 blocs de droite, c'était un peu les blocs, les piliers de l'ancien monde. Donc, dans le nouveau monde de l'agilité, on va mettre l'accent sur les 4 blocs de gauche. Donc, cela ne veut pas dire que les 4 blocs de droite disparaissent. Autrement dit, s'il y a de la valeur dans les éléments de droite, nous valorisons davantage les éléments de gauche. Et c'est ça le pari de l'agilité. Donc, il faut retenir 4 valeurs, et ils sont là, les 4 valeurs. Hein. Et ça a été écrit et convenu par, je dirais, les gourous de l'agilité, ceux qui ont créé à l'époque toutes les méthodologies de développement logiciel pour l'IT en son temps. Et le manifeste a été créé en 2001. Donc, les 12 principes, ils sont là. Satisfaire le client, accepter le changement même tard dans le développement, délivrer fréquemment, travailler ensemble, d'accord, se faire confiance et s'entraider. Le support ici, c'est s'entraider. Se parler face à face quand c'est possible, autant que possible. Délivrer un logiciel opérationnel ou un produit opérationnel, du développement soutenable dans le temps. C'est pas parce qu'on est en mode agile qu'il faut charger la barque en disant ils savent tout faire, ils peuvent tout faire, on peut les dire de tout faire. Et puis on charge, non, il faut le just in time, just enough, c'est-à-dire on met que on s'engage que sur ce qu'on peut faire. Donc, de l'attention sur la conception, continuous attention par rapport à la modularité de nos applications et de nos produits, mais aussi des projets. La simplicité, keep it simple and stupid, ça c'est la force de Google. Depuis 1998, l'année de création de Google, bah, si vous allez sur la page de Google, c'est une page blanche avec une barre de recherche. Ça n'a pas changé depuis 1998. Et c'est ça qui fait la force de Google par rapport à tous les autres moteurs de recherche ou par rapport à toutes les autres entreprises. Mais les gens oublient ça en fait. Les gens veulent faire des produits un peu compliqués, sophistiqués, mais en fait, c'est la simplicité qui fera votre, je dirais, votre notoriété. Des équipes auto-organisées et de l'amélioration continue, Reflect and Adjust de l'amélioration continue. Ça, ce sont les 12 principes qui guident l'implémentation de toutes les méthodes agiles que vous pourrez rencontrer dans la vie. Donc, c'est aussi un changement de paradigme. Le déterminisme comparé à l'empirisme. Méthode traditionnelle comparée. Donc, dans le méthode traditionnel, on a le triangle. Hein. Le triangle, c'est quoi? Le périmètre fonctionnel. Donc, il est fixé, il est verrouillé. Le client, en général, il vous dit, je veux ça, 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 ça. Et voilà, c'est tout ce que je veux. Je veux pas moins. Si je peux en avoir plus, tant mieux. Mais en tout cas, je veux pas moins.
Et donc, en général, qu'est-ce que ça va entraîner ça? Bon, allez, le délai, il va être allongé, c'est-à-dire la durée du projet, en général, à la fin, on n'a pas fini, on prend 2 mois en plus. Le coût, ouais, mais attendez, vous êtes engagé sur 10 millions, là, on a dérivé, il faudra rajouter 3 ou 4 millions. Bon, OK. Ou la qualité, on va dire, allez, on va aller en production, on a quelques bugs majeurs. Les bugs, c'est comment on appelle ça, les anomalies, hein, ce qui fait que votre produit ne marche pas bien. On va aller en production et puis on prendra le temps de le corriger. Ça entraîne en général soit l'arrêt du projet, soit un client mécontent, soit un fournisseur mécontent, soit des utilisateurs mécontents. Voilà. C'est soit le client il n'est pas content parce qu'on l'a pris, il est arrivé trop tard dans le marché, il a dépensé trop d'argent et le produit il ne marche pas comme il voulait. Donc il n'est pas content. Deuxièmement, le fournisseur il n'est pas content parce qu'il a engagé plus de moyens qu'il en fallait et puis bah, ça lui bouffe toute sa marge, donc il n'est pas content. Les clients sont pas contents parce que le produit il arrive trop tard et en fait soit le produit il est trop cher parce que comme on a dérivé un coût, le produit il est beaucoup plus cher, ou alors bah, il n'est pas au rendez-vous, il n'a pas la qualité, il y a des bugs, on ne comprend pas, ça se déconnecte et donc personne n'est content. Donc l'agilité dit on va inverser le triangle. Vous voyez bien un triangle avec voilà un bout pointu, là on va l'inverser. Ce qui sera non négociable, c'est le délai, le coût et la qualité. Le client il a 10 millions, il n'a pas 11 millions. Il veut ça dans les 6 mois, pas dans 7 mois, et il veut une qualité irréprochable. Donc ça, c'est verrouillé. Par contre, il veut peut-être trop de choses qui ne vont pas rentrer dans ces critères-là. Trop de choses, c'est il veut trop de fonctionnalités. Donc on va négocier sur le périmètre fonctionnel pour qu'il baisse, il choisisse, il priorise vraiment les fonctionnalités qui lui tiennent à cœur pour qu'on se focalise sur ça. C'est ce qu'on fait chez Citec actuellement avec 3 des startups qu'on accompagne, c'est-à-dire on part sur une priorisation de nos fonctionnalités et on négocie durement avec les startups. Il y a même une startup avec qui on a passé 2 mois à négocier le périmètre fonctionnel pour être sûr, parce que bah, il n'avait pas le budget pour faire tout ce qu'il voulait avoir. Et donc moi, je vous encourage beaucoup à vraiment faire une priorisation. Bon, ça peut faire l'objet d'un autre webinaire ou un atelier, voilà, ou une formation. Une priorisation pour aller au cœur vraiment, déterminer ce qu'on appelle le MVP, le minimum viable product, pour pouvoir rentrer dans le budget, tenir le délai et puis garantir la qualité. Donc, l'état d'esprit de la culture agile, c'est quoi? C'est la proactivité. Donc, les Shadocks, hein, vaut mieux pomper, même s'il ne se passe rien, que de risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas. Donc, c'est la proactivité, anticiper, anticiper et anticiper. Donc, proactivité vs réactivité. Quand on réagit, c'est trop tard. Vous voyez, vous regardez, observez autour de vous des systèmes qui réagissent. Ben, en fait, quand on réagit, c'est trop tard. Voilà. Donc, faites dans la proactivité, c'est je sais qu'il peut se passer quelque chose de mal parce que mon système, il est comme ça. Donc, j'anticipe sur les failles ou les faiblesses de mon système pour voilà, contrecarrer une éventuelle panne, un éventuel dysfonctionnement. Ça, c'est la proactivité. Exemple concret, j'ai lancé une application. Je sens que le dimanche soir, les gens vont regarder le foot. Donc, il y aura beaucoup de connexions. Donc, j'alloue plus de serveurs pour traiter les demandes de liens pour regarder le foot. J'attends pas que la plateforme s'écroule pour appeler les ingénieurs pour qu'ils remettent ça carré, parce que les gens qui veulent regarder le foot, ils ne seront pas contents. Voilà, c'est ça la proactivité. Donc, il faut anticiper plutôt que de dire, bon, tant qu'on ne touche à rien, tout se passe bien. Voilà, non, il faut anticiper. Et c'est ça l'innovation, en fait, hein, finalement. Imaginez ce qui pourrait arriver avant que ça arrive. Donc, l'agilité, c'est d'abord comportemental. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. C'est un état d'esprit, c'est dans notre comportement. Au-delà des méthodes, voilà, et des outils. Et donc, elle peut être stratégique, ça s'adresse à des leaders. Les leaders, c'est les dirigeants d'entreprise, les créateurs d'entreprise, les innovateurs. Voilà, c'est ça les leaders. Les dirigeants, voilà, les dirigeants d'un pays, je considère que c'est des leaders. D'accord? Leader, c'est pas chef, hein, attention. Hein. Leader, c'est des gens qui sont visionnaires, qui embarquent des gens vers une vision. Elle peut être organisationnelle. Au niveau de l'organisation, comment les managers peuvent être efficaces, travailler plus en proximité avec leurs équipes pour être plus efficaces de manière opérationnelle. Et donc, finalement, ce qu'on voit le plus, comment elle peut être opérationnelle au niveau des projets pour justement délivrer ce que j'appellerais la promesse par rapport que les clients attendent. Donc, finalement, l'agilité, en fait, c'est une intersection de tous ces cercles-là. Et si on arrive à combiner la stratégie, l'organisation, l'opérationnel, le comportemental, eh bien, bingo, on a gagné.
c'est ça vraiment le cœur de l'agilité. Il y a des fois, on se focalise sur un des aspects, un des cercles que je présente là, en oubliant les autres. C'est dommage parce qu'on n'aura pas tout le bénéfice attendu. Donc, souvent, l'agilité, on voit les outils et les méthodes. Voilà quelques-unes des méthodes et des outils qui permettent de faire de l'agilité, bien sûr. Et puis, on oublie les valeurs et les principes, alors que l'agilité, c'est vraiment les valeurs et les principes. Hein, les 4 valeurs que je vous ai présentées et les 12 principes. Donc, en haut, c'est faire de l'agile, hein, en haut de la ligne rouge, et en bas, c'est être agile. Et il y a une sacrée différence entre les deux. C'est plus facile de faire de l'agile que d'être agile. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais partager rapidement sur l'agilité. Sachez qu'il y a pléthore de méthodes agiles. Hein. Là, voilà, c'est un webinaire de 45 minutes. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais sachez que chez CITEC, on a des formations. Voilà, on a des formations sur tous ces aspects-là qu'on peut dérouler si vous êtes intéressé. Donc, DevSecOps, c'est quoi? Donc, DevSecOps, c'est une méthode agile qui implémente les 4 valeurs et les 12 principes. Je vais boire un peu. Bah, je sais pas. Alors, attendez, excusez-moi, apparemment, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se connecter. Je ne vois pas la salle. Non, tout le monde est connecté là. Tous ceux qui sont là, ils sont connectés. Hein. J'ai personne en salle d'attente. Donc, DevSecOps. Donc, DevSecOps, comme la définition, c'est développeur, plus la sécurité, plus les opérationnels. Donc, ça donne DevSecOps. C'est un mouvement qui est né autour des années 2009. D'accord? Et donc, c'est un mouvement qui vise à rapprocher les devs et les ops et les opérationnels en incluant, bien sûr, la sécurité. Donc, une équipe DevOps, c'est quoi? C'est une équipe pluridisciplinaire et auto-organisée. Eh bien, ça respecte les 4 valeurs et les 12 principes de l'agilité. Donc, DevSecOps, c'est une méthode agile. Donc, DevSecOps, le pari, c'est you build it, you run it. Tu le construis, tu l'opères. Voilà. Tu le développes, tu l'opères. Il n'y a pas à dire je développais, il y a une autre personne qui va opérer. Non. C'est la même équipe qui développe, c'est la même équipe qui opère. You build it, you run it. Donc, c'est une culture avant tout. Les gens voient souvent DevSecOps, ouais, j'ai déployé un pipeline, j'ai mis un outil, j'ai de l'intégration continue, les tests sont automatisés. Oui, tout ça, c'est très bien. Mais ça, ce n'est que des moyens pour renforcer la culture DevOps. Voilà. Et c'est quoi? C'est avant tout une culture et une philosophie qui consiste à mettre ensemble en place un terrain de collaboration et de partage de responsabilités entre les équipes de développement logiciel et ceux des opérations d'infrastructure. On est vraiment au cœur du digital. Hein. Et donc, c'est un changement culturel. C'est plus qu'un changement culturel que la mise en place d'outillage et de technologies. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment le cœur même de l'agilité. Donc, du DevSecOps. Donc, le DevSecOps, il s'appuie sur, on peut trouver 3, je dirais, déclinaisons en termes de piliers. Donc, on parle de CAMS, de CALMS et de CALMER. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi les 4. Donc, on peut trouver comme pilier du DevSecOps la culture, l'automatisation, la mesure et le share, qui est le partage. OK? La culture, c'est quoi? C'est favoriser la communication, la collaboration et l'agilité. L'automatisation, c'est quoi? Réduire les temps de cycle, les coûts et les erreurs et le stress des équipes. La mesure, c'est détecter les incidents au plus tôt, anticiper, comme je disais tout à l'heure, pour améliorer la performance et aussi, alors attendez, excusez-moi, il y a quelqu'un d'autre encore qui... Et anticiper pour vraiment améliorer la performance de l'outil. Et enfin, le partage, simplifier le quotidien en développant une dynamique d'amélioration continue, en partageant la connaissance et les outils à travers le cycle de delivery. Et on a aussi souvent une déclinaison qui est le CALM. CALM, c'est Culture, Automation, Lean, Mesure et Lean. Lean, c'est le côté optimisation, n'est pas de gaspillage. Et on rajoute le share. Et le Lean, c'est quoi? Le Lean, c'est finalement découper les livraisons en petits bouts et des changements irréguliers pour éviter d'avoir quelque chose, un changement en mode Big Bang. Et ça va vraiment permettre d'améliorer la qualité et aussi d'éviter les allers-retours entre la production et, je dirais, l'équipe de développement. Ou le calmer.
Le calmer, c'est la culture toujours, l'automatisation à la mesure, le lean et le recovery. Vous voyez ici que le share, il a disparu parce qu'il est dans la culture. C'est-à-dire que le share, le côté partage, il inclut dans la culture. Et le recovery, c'est avoir une méthode de minimiser le risque en anticipant l'architecture. Donc, ce n'est pas juste faire un retour arrière, c'est l'architecture permet de mettre en place un système de ce qu'on appelle le fast recovery ou de toggle feature. On peut désactiver la fonctionnalité qui ne marche pas sans redéployer toute l'application. Et ça, c'est très, très fort et ça fera l'objet d'un autre webinaire que je présenterai peut-être en 2023 sur la stratégie de déploiement avec notamment inspiré de ce que font les GAFAM comme Facebook avec le toggle feature, le dark launch et puis les autres méthodologies qui permettent vraiment le gatekeeper qui vraiment permet d'avoir une stratégie de déploiement avec non-retour. Donc, finalement, une équipe DevOps, voilà, ça peut être ça. Donc, on a les devs et les ops avec une intersection fine, donc auto-organisée, pluridisciplinaire. Et qu'est-ce qu'ils font dans ce cas-là? C'est-à-dire que les devs et les ops, quand je dis dev, c'est développeurs, ops, c'est les exploitants, participent ensemble aux mêmes cérémonies, c'est-à-dire aux mêmes réunions, ils remontent directement les infos, ils partagent, ils travaillent en étroite collaboration. Ou alors, ça peut être ça. Voilà. Ça, c'est vraiment you build it, you run it. C'est quasiment l'équipe dev et ops, c'est quasiment la même équipe en fait. Donc, c'est vraiment une équipe qui est presque fusionnée. Mais il garde encore quelques spécificités parce que il y a encore le monde opérationnel. Tous les devs, ils sont peut-être pas embarqués dans le monde opérationnel et peut-être tous les ops ne sont pas embarqués dans le monde dev. Mais c'est la même équipe. C'est-à-dire qu'ils imaginent le produit ensemble, ils le développent ensemble, ils le déploient ensemble et ils l'exploitent ensemble. Ils l'opèrent ensemble. Mais ça rappelle que tout le monde fait la même chose. Dans l'équipe, chacun a des tâches dédiées, des responsabilités spécifiques, qui fait que c'est une équipe. Mais quand on rentre à l'intérieur de l'équipe, chacun a son périmètre de responsabilité qui permet de faire une… C'est comme un gouvernement. On a des ministres, mais vu de l'extérieur, c'est un gouvernement qui agit, voilà, sous l'impulsion d'un président ou d'un premier ministre, mais c'est un gouvernement. Mais quand on rentre dans le gouvernement, on voit bien que chaque ministre a son périmètre de responsabilité. C'est ça la notion de cette figure-là que je sais. Ou dans une entreprise, c'est pareil. Donc, les activités principales d'une équipe DevOps, voilà, c'est planifier, versionner, coder, intégrer, tester, déployer, exploiter, monitorer. Et donc, ça, c'est vraiment les pratiques DevSecOps, c'est de la livraison continue. Donc, ça permet de faire de la livraison continue, de l'intégration continue des produits, des fonctionnalités, du test continu, du déploiement continu, de l'amélioration continue. Et l'équipe DevSecOps est garant ou garante de la qualité des services de bout en bout, de garantir le service level agreement, le service level indicator et le SLO. Ça, c'est des notions que je ne peux pas développer là parce que je n'ai pas le temps, mais on pourra revenir là-dessus plus tard, d'autres fois. Garantir la qualité d'expérience, ce qu'on appelle net promotion, et opérer l'application. Ça, c'est vraiment les activités principales d'une équipe DevSecOps. Vous voyez déjà qu'ici, je parlais de culture, mais toutes ces choses-là, toutes ces pratiques-là renforcent la culture de cette collaboration et les 4 piliers que je viens de vous présenter là. Alors, maintenant, ce serait les bénéfices d'une implémentation réussie de l'agilité et du DevSecOps. Donc là, ça va aller vite parce que vous les connaissez peut-être déjà. Donc, c'est la satisfaction client. Voilà. C'est QS, c'est Quality of Service. QS, c'est Quality of Experience. Et l'amélioration du Net Promoter Score. Le Net Promoter Score, c'est ce qui permet de dire que les utilisateurs, ils vous aiment. Voilà, c'est ça en fait le Net Promoter Score. Alors, excusez-moi, il y a des gens qui sont arrivés en retard. Il faut que je les fasse rentrer. C'est bon, c'est fait. J'aurais dû donner les droits à Jocelyn pour qu'il puisse le faire, mais j'ai oublié. Le deuxième, c'est l'innovation. L'agilité et le DevOps bien implémentés favorisent une bonne innovation parce que ça laisse de l'espace, 20% du temps pour innover. Et la bonne fonctionnalité arrive toujours au bon moment. Et la performance business est accrue. Parce qu'on ne gaspille pas, on ne développe pas des applications qui ne servent à rien, on ne met pas du temps à développer une application qui ne sert à rien ou qui consomme de l'énergie ou du budget. Donc, le business, c'est la réduction de coûts en lien avec l'innovation et l'amélioration des marges brutes. Je parle bien de marge brute, pas de marge nette, marge brute. Les marges brutes, c'est votre chiffre d'affaires soustrait
de tout ce qui est, je dirais, salaire, les coûts fixes et les coûts variables. Voilà, les coûts directs. Ça, ce sont les marges brutes. À l'issue de ces marges brutes, bah, il y a les taxes, les impôts, l'amortissement, toutes ces choses-là, il faudra les enlever après. Et donc, après, ce qui reste, c'est le bénéfice net. Donc, vraiment, l'agilité va permettre en tout cas d'améliorer les marges brutes, c'est-à-dire voilà, vos marges soustraient de vos coûts fixes et de vos coûts variables. Donc, la robustesse de votre application, moins d'incidents, de bugs, moins d'allers-retours, de retour arrière, des déploiements sans interruption de service, des solutions sécurisées de bout en bout. Et enfin, le bien-être des équipes motivées qui ont plaisir à travailler ensemble, qui peuvent aller au restaurant, faire des sorties motivées, mettre l'humain au centre et pas juste la technologie et l'argent, des engagements sur le coût, les délais, la qualité et une image de votre entreprise qui est beaucoup plus flamboyante auprès de vos clients. Et une performance accrue, une réduction des cycles de livraison, déploiement fréquent et rapide, et enfin, interopérabilité de vos solutions. Interopérabilité, ça veut dire qu'on peut passer d'un système à un autre ou d'un environnement à un autre sans trop d'efforts. Sans trop d'efforts. Voilà, donc le monde traditionnel, un cycle de vie traditionnel continue. Donc l'expression de besoin, 2-3 jours, ça c'est ce qu'on rencontre classiquement. Le déploiement, 10 semaines. Recette et test de non-régression. TNR, c'est test de non-régression, 20 jours. Test de performance, 20 jours. Test en conditions réelles, 10 jours. Pré-prod. Production, 2 heures. Time to market, je vous laisse calculer, 127 jours. Voilà. 127 jours, si je divise par 30, ça nous fait combien là? C'est quoi? C'est 4 mois. 4 mois pour sortir une solution. Entre le développement et la mise en production. Sachant qu'ici, quand même, l'expression de besoin, ça a pris 2 jours, 3 jours. Ça fait 4, ça fait 8. 8 plus 10, ça fait 18. 8, ouais, 18 plus 3, 21. Bon, c'est quasiment 5 mois, en fait. Vous voyez? Donc, c'est énorme. Alors, ben, je vais vous montrer avec l'approche DevOps comment ça se passe. Vous voyez? Alors, développement agile, boum, commit, 3 minutes. Test unitaire, il compile, build, boum, 3 minutes. Test d'admission automatisé, 20 minutes. Test de performance automatisé, 20 minutes. Test de manuel, 30 minutes. Production, 5 minutes. Time to market, 57 minutes, 1 heure. C'est ce que font les GAFAM. Hein. Et quand je parle de GAFAM, je parle de Facebook, Google, Amazon, Microsoft. Voilà. Et maintenant, il y a, comment on appelle, il y a Netflix qui est en train de rentrer dans la danse. Parce que Netflix commence à devenir Gamazur. OK? Donc, vous voyez, hein, voilà, c'est bien implémenté. On a cet avantage-là. Allez, je prends encore quelques minutes là parce que j'ai presque fini. Donc, il y a ceux qui… Bon, bref. Alors, par contre, il y a un prix à payer. Le prix à payer, ben, c'est ce que je vous présentais là. Ça ne se fait pas en claquant les doigts. Le prix à payer, c'est quoi? Donc, à gauche, vous avez les prix à payer et à droite, vous avez les ingrédients indispensables. C'est comme si je veux faire des courses au supermarché avec des ingrédients pour réaliser une recette. Alors, le prix à payer, c'est être dans une dynamique d'échec irréprochable, ce qu'on appelle le blamelessness failure. Accepter l'échec comme un processus normal d'apprentissage, pas de blâme. Il y a des entreprises, si tu fais quelque chose qui n'est pas bien et qui plante l'entreprise, eh ben, tu es convoqué dans le bureau du patron et il va te faire des remontrances. Et donc, la prochaine fois, eh ben, tu n'oseras pas prendre un risque. Donc, tu fais rien. Ça tue l'innovation et la prise de risque et la prise d'initiative. Le management. S'il vous plaît, vous pouvez vous mettre en mute? Merci. Hein? Je vais être obligé de le faire. Être prêt à accepter l'implémentation aura un impact sur le management et de votre structure. L'agilité au changement, accepter d'adapter vos processus de production et d'exploitation, l'expérimentation, allouer 20% de votre temps pour travailler sur l'innovation, bah, sinon vous ne pourrez pas innover. L'outillage, investir dans les bons outils qui facilitent l'implémentation de l'agilité. Et enfin, travailler à devenir cloud native, c'est-à-dire travailler une transformation cloud native de votre solution pour
travailler avec des microservices, l'automatisation pour faciliter tout ce dont je viens de vous écrire. Donc, le premier ingrédient que moi j'ai identifié, c'est vraiment identifier le sentiment d'urgence qui impose le changement vers l'agilité. S'il n'y a pas de sentiment, s'il n'y a pas de nécessité de changement, bah, faites pas l'agilité. Hein. Faites, voilà, ne change rien surtout. Faire un assessment, c'est-à-dire un bilan de là où vous êtes actuellement pour savoir d'où vous partez, sinon vous ne pouvez pas vous améliorer, et accepter l'expérimentation et l'échec. Identifier les parties prenantes dans la construction de votre produit. Bah, il ne suffit pas d'être des ingénieurs ou des innovants ou dans le marketing digital et oublier tous les autres parties, compartiments de l'entreprise, bah, parce qu'ils vont vous rattraper. Hein. Voilà. J'aime cette belle citation de Peter Drucker qui dit la culture mange la stratégie au petit déjeuner et l'agilité au déjeuner. Donc, ça veut dire que il ne suffit pas d'aller vite. Il faut embarquer tout le monde, sinon la culture d'entreprise, l'immobilisme de l'entreprise et de votre environnement va vous rattraper, tôt ou tard. C'est sûr. Donc, identifier une application pilote qui vous permettra de bien apprendre et aussi mettre les bonnes bases et les bonnes connaissances en fonction des leçons apprises, former les bonnes personnes, coacher les équipes, travailler avec des personnes motivées et puis se faire accompagner. Se faire accompagner, c'est ce que ECTech fait actuellement avec les startups et d'autres entreprises que je vous ai citées là. C'est dire que je sais tout faire, je vais aller tout seul. Ça peut marcher, mais il y a un fort risque au milieu du game, vous ne sachiez plus où aller, ou vous soyez confronté à des problèmes que vous n'avez pas mesuré l'impact au départ. Alors, identifiez les métriques clés pour votre implémentation. Alors, oubliez les KPI, hein, on entend KPI, KPI. Moi, les KPI, c'est plutôt Killing People Initiative. On peut atteindre un KPI et rater le produit. Moi, je vous invite à embrasser les OKR, c'est-à-dire Objective Key Result, qui sont vraiment un outil puissant pour mesurer l'implémentation, en tout cas, de l'agilité du DevSecOps. Et donner la priorité à la sécurité en l'intégrant dès le départ. Alors, voilà, moi, je vous propose une recette. Je ne dis pas que c'est la recette unique, mais c'est une recette qui est un peu le résumé de ce que je viens de vous raconter là sur l'implémentation de l'agilité. Donc, sentiment d'urgence. Qu'est-ce qui fait que nous devons changer? Sinon, on va disparaître. Si la réponse est qu'est-ce qui se passe si on ne change pas? Si la réponse est rien, ben, surtout ne faites rien. Parce que vous risquez de changer et disparaître. Il faut que tout le monde soit aligné sur la notion et la nécessité du changement, les parties prenantes de l'entreprise ou de votre entreprise. Quand je dis entreprise, moi, j'y raisonne toujours à l'échelle d'une entreprise, d'une organisation. Ça peut être aussi votre équipe, tout simplement. Identifier l'application pilote. Par où commencer? Une application suffisamment complexe, mais suffisamment simple pour pouvoir apprendre et pouvoir passer à l'échelle après, à l'échelle de l'entreprise. Partir sur du management visuel. C'est-à-dire, il faut que ce soit transparent. Donc, le Lean et le Kanban, Kanban, c'est une autre méthode agile, hein, ça permet de montrer à tout le monde ce qu'on est en train de faire. Il n'y a rien qui est caché. Il n'y a rien qui est mis sous le boisseau. On montre et tout le monde, c'est visible. Mesurer. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, ça permet de mettre en place une politique et une stratégie d'amélioration continue. Rendre visible la valeur créée, prioriser par la valeur et le risque marché et produit. Célébrer les succès, créer des moments de convivialité, valoriser les résultats acquis par l'équipe. Sinon, les équipes vont se démotiver, elles travaillent, puis en fait, on ne célèbre jamais. Je dirais boire un coup ensemble, fêter la sortie d'un produit ou le lancement d'une solution. C'est toujours des moments spéciaux où on félicite l'équipe pour le travail accompli et l'énergie consacrée. Bâtir une vraie équipe intégrée, impliquer les autres, partager les contraintes réciproques et enfin, passer à l'échelle, penser grand, commencer petit, avancer doucement et ajuster l'expérimentation pour passer à l'échelle. Ça, voici 8 étapes voilà, que moi j'ai toujours pratiqué, qui produit en tout cas des fruits, des preuves hein, dans tous les pays ou dans tous les projets où j'étais impliqué. On peut imaginer d'autres ingrédients, hein, mais moi c'est ce que je vous propose en résumé, qui peuvent voilà, faire écho à d'autres ingrédients. Alors finalement, voilà, il me reste 2 slides et après j'ai terminé. Est-ce que vous êtes vraiment compatible Agile DevSecOps? Donc ici, j'ai retenu l'exploitation, les domaines hein, où intervient l'agilité le DevSecOps en termes de transformation digitale. Hein, au cœur, on y est là au cœur. C'est l'exploitation, le déploiement, le monitoring, le release, l'outillage et l'intégration. Et à chaque fois, je pose cette question.
Pour savoir si vous êtes Agile et DevSecOps compatibles, bah, il faudrait arriver à répondre à ces questions-là. Comment vous opérez vos applications aujourd'hui? Comment vous sauvegardez et où sont vos sauvegardes? Sur la partie exploitation, sur le déploiement, comment vous déployez vos applications aujourd'hui? Comment c'est déployé? Est-ce que c'est manuellement? Est-ce que c'est un binaire qu'on dépose? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour vous? Voilà. Comment vous monitorez et supervisez vos applications? Comment vous construisez vos releases et comment vous effectuez vos changements de version? Ce qu'on appelle couramment montée de version. Comment vous partagez vos connaissances au sein de votre organisation et comment vous êtes organisé pour construire vos produits? Comment sont les notions d'équipe? Est-ce que c'est en silo? Est-ce que c'est des équipes transverses? Tout ça, ça vous donnera un indicateur sur votre compatibilité à l'agilité. J'aurais tendance à dire, si vous êtes dans une culture monolithique, avec cloisonné, on ne se parle même pas chacun, eh bien, compatibilité DevOps, il va falloir travailler encore quelques semaines, quelques années, voire quelques mois, parce que il y a des efforts pour pouvoir justement, c'est qu'on a dit, ce qu'on dit couramment, casser les silos pour pouvoir se travailler en équipe, en mode intégré. Comment vous intégrez aujourd'hui vos solutions? Comment vous testez vos applications? Et où sont vos outils? Où sont vos outils d'exploitation et de développement? Ça, ce sont les questions qui vont vous permettre de dire, oui, je suis agile, DevSecOps, compatible. C'est-à-dire que si ces réponses-là, ce sont des réponses du style, comment vous opérez vos applications aujourd'hui? Oui, nous avons déjà des environnements que nous essayons de maintenir, que nous mettons à jour, qui sont séparés. On a différents environnements de test, d'intégration, de performance et de production, de pré-production. Là, vous êtes déjà, même sans dire que vous faites du CI/CD, de test automatisé, vous êtes compatible. Mais si vous n'avez rien du tout ça, vous dites, ouais, mais notre application, en fait, on ne sait même pas comment on déploie. Bon, là, voilà, il y a encore du boulot. Je dirais, il y a du boulot à faire. Ou si vous n'avez pas cette notion de criticité, cette notion de changement, cette notion d'automatiser, finalement, tout est déterministe. En fait, c'est pas la peine. L'agilité va rien vous apporter. Ça vous apporte plus de problèmes que de solutions. Donc, en conclusion, ça, c'est un atelier que chez Citec, on propose pour accompagner tous nos clients qui veulent embrasser l'agilité et qui se posent mille et une questions. C'est un atelier en 3 étapes. C'est easy, adapt, hard. Le easy, c'est la question, c'est le résumé, ça c'est le résumé des slides précédents, c'est qu'est-ce qui est facile à mettre chez moi? Quel changement est facile par rapport à tout ce que je vous ai mis, les ingrédients, les prix à payer et les questions que je vous ai posées? Qu'est-ce qui serait facile à mettre chez moi? Ça, c'est le easy. Qu'est-ce que je devrais adapter? Ouais, finalement, on n'est pas loin de l'agilité où on le fait sans savoir. OK, qu'est-ce que je devrais adapter par rapport à ce que je fais aujourd'hui, par rapport à ce que l'agilité demande? Et enfin, qu'est-ce qui serait difficile à faire dans mon contexte, dans mon entreprise, dans mon équipe, mais que si j'arrivais à le faire, apporterait un bénéfice significatif? Une fois qu'on a fait ce workshop-là, je vous assure, on est beaucoup plus rassuré, beaucoup plus confiant pour faire une implémentation de l'agilité et du DevSecOps. Mais ça, c'est un atelier qui peut occuper une journée, une demi-journée à des managers, à des décideurs pour vraiment savoir est-ce qu'il faut aller ou pas. Et si on y va, qu'est-ce que cela implique? Donc, c'est un atelier de transformation digitale et de pilotage de conduite du changement pour les entreprises qui veulent se transformer. Donc, en conclusion, donc, il faut penser grand. Toujours. Commencer petit, comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Avancer doucement. Il ne faut pas être pressé. Et passer à l'échelle, avoir une stratégie de passage à l'échelle rapide. Voilà. Et je m'arrête là. Et puis, voilà. Je suis preneur de vos compléments, de vos questions. Donc, ça, c'est le contact des Citec. Si vous voulez prolonger, ça, ce sont nos supports digitaux. Voilà, on est présent sur Twitter, sur Facebook, LinkedIn, Instagram et puis YouTube. On s'arrête là. Peut-être que demain, on fera TikTok, TikTok. Mais pour l'instant, on est sur ces 5 supports digitaux. Et puis, on a les numéros de téléphone de contact si c'est là, vous voulez prolonger vous avez des questions ou vous voulez prolonger les échanges. Donc, voilà, j'ai terminé. Et je pense que, ouais, j'ai fait 50 minutes puisque j'ai commencé, il était 10 ou 12. Voilà, on pourra prendre 15 minutes pour les questions-réponses, vos retours.
Et puis, ça sera bon pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup à M. Kuala pour cette belle présentation. Présentation qui nous a permis d'apprendre déjà ce que c'est que l'agilité pour certains d'entre nous. Également, il a également égrené certains aspects liés au DevSecOps. Également, moi personnellement, je suis grandi de ce webinaire. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des questions. Si oui, vous pouvez soit cliquer sur le bouton réaction pour prendre la parole ou bien l'écrire directement dans le chat. Maintenant, bon, en attendant que moi, les gens soit écrivent, soit réagissent, moi j'avais quelques questions posées. Premièrement, c'était par rapport à la partie liée aux piliers. Vous avez eu à évoquer 3 piliers au niveau du DevSecOps. Ouais, je peux revenir. Ouais. Voilà, j'aimerais savoir, par exemple, pour l'adaptation et du moins l'utilisation d'un pilier, c'est en fonction d'un projet donné ou bien c'est en fonction de l'organisation d'une entreprise, en fait. Alors, c'est pas les... Ouais, donc je vais répondre les questions au fur et à mesure. Hein. Alors, ici, attention, c'est 3 modèles de piliers. Le premier, c'est 4 piliers. CAMS, culture, automatisation, mesure et share et partage. Le deuxième, c'est 5 piliers. Et le troisième, c'est 5 piliers aussi. Donc, c'est en fonction de ton environnement et des objectifs que tu mesures. Si ton produit, tu es dans une optique d'optimisation, de lean, optimisation, il faudrait que tu travailles sur ce pilier-là pour ton implémentation DevSecOps. Mais si l'optimisation, finalement, c'est quelque chose que tu peux traiter à travers la mesure et l'automatisation, tu n'en as pas besoin d'avoir ce pilier-là en tant qu'un pilier explicite. Si ton application est tellement critique que le retour arrière va te coûter beaucoup d'argent, va te coûter d'énergie, des ressources, et ça peut même entacher ta notoriété et ton image de marque, tu as intérêt à travailler sur le pilier recovery. Parce que si jamais ton application plante, le temps que tu vas me remettre, il y a des métriques, mean time to repair, mean time downtime, mean time to voilà. Donc, ça, si c'est un critère déterminé pour toi, tu as intérêt à l'inclure dans ton implémentation DevSecOps. Est-ce que je réponds à ta question? Oui, c'est clair. Merci. Tu avais une autre question? Oui, c'était par rapport à, par exemple, pour une entreprise, on va dire ici, on va dire quoi, une entreprise qui a des ressources minimes, est-ce que aller vers le DevSecOps ou bien l'agilité n'est pas cher payé? Vu que par exemple, pour le déploiement et autres, bon, il faut payer du moins, on va dire des serveurs de test, du staging, de déploiement de production et tous ces aspects-là. Est-ce que c'est pas cher payé pour une entreprise qui a des ressources assez minimes? C'est cher payé si l'entreprise veut déployer des environnements et qui finalement n'ont pas un bénéfice escompté. Si on prend par exemple une startup, en général, quand on démarre une startup, on n'a pas un environnement de ouf parce qu'on n'a pas les moyens et puis en plus, on ne maîtrise pas trop le domaine. On apprend toujours quand on crée une startup dans un domaine. Comme j'ai dit, le DevSecOps, ce n'est pas les outils et l'automatisation, c'est la culture. Si je démarre une startup avec 3 ingénieurs, voilà, 3 ingénieurs, 3 développeurs, le fait que les 3 travaillent ensemble, ils prennent des stagiaires ou pas, des contractuels ou pas, ils travaillent avec d'autres clients ou pas, déjà, si on essaie d'aller vers de la culture, le partage, la communication, on essaie d'automatiser tout ce qui peut être automatisé, parce que on n'est que 3, attention, et on essaie de mettre en place des métriques pour mesurer tout ce qu'on produit, et on partage nos connaissances entre nous et avec le client et les parties prenantes, on est déjà dans une implémentation DevSecOps sans avoir besoin de mettre en place un environnement de développement, un environnement de test, un environnement d'intégration, un environnement de pré-prod, un environnement de test de performance et un environnement de prod. On n'a pas besoin de mettre tous ces environnements-là, en fait. Sinon, on va consommer de l'argent, du budget, sans que finalement, ça apporte le bénéfice escompté. Donc, il ne faut pas mettre les environnements parce que le DevSecOps dit ce serait bien de faire ça. Il faut mettre les environnements si ça permet de favoriser et de renforcer
la culture DevSecOps qu'on est en train d'implémenter. Mais attention, ce qu'on pense que c'est un coût aujourd'hui qui risque de nous crouler, ça pourrait devenir un coût demain qui va nous crouler aussi. Donc, faire l'économie de la bonne implémentation et des bons outils aujourd'hui parce que, soi-disant, on n'a pas les sous, on n'a pas les moyens, eh ben, c'est peut-être demain, quand on aura les moyens, ça deviendra un tel gouffre que tous nos moyens iront dans le gouffre et ce sera le même résultat, c'est-à-dire on va couler. Il faut faire très attention. Super. Super. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bon, je crois qu'on n'a pas d'autres questions, hein, donc ça me paraît. Je pense que voilà, soit c'est clair, soit je suis passé trop vite, soit c'est soporifique, les gens ne comprennent pas. Mais j'espère que voilà, ça vous a apporté de la valeur et que les notions qui sont là, c'est peut-être des notions trop high level pour ce que vous faites, tout ça, mais c'est des notions qui sont des notions d'aujourd'hui que vous allez rencontrer tôt ou tard et qui vont voilà. Donc il n'y a aucun souci, c'est pas des notions trop high level ou qui sont des notions futuristes dans 10 ans. Hein. C'est des notions déjà qui datent de 2009 hein, et qui sont encore vraies aujourd'hui, qui sont encore même plus vraies aujourd'hui et ça sera encore vrai dans les années à venir. Hein. Exactement. Donc, il y a M. Yougubari qui dit que ça a été un peu plus clair pour lui. Ok, super. Bon, ben, je m'arrête là. Ah, il y a quelqu'un qui a levé la main. Un certain Ouedraogo. Bonsoir à tous, bonsoir à M. Kuala pour cette belle présentation. Ah, c'est Yassia. Excuse-moi. Je vois Ouedraogo, je sais pas ce que je dis, c'est Monsieur Ouedraogo. C'est donc toi qui te caches derrière. Bon, ok, bonsoir Yassia. Oui. Je viens de prendre ça tout de suite. Il y a des slides que j'ai ratés. Je souhaite revenir, par exemple, sur la notion de DevOps et Agile. Est-ce que Oui. ces deux méthodes sont orientées création de valeur ou bien quelle est l'orientation en fait de ces deux méthodes-là? Par exemple, on a d'autres outils, d'autres référentiels comme ITIL, Ouais. voilà. Bon, je n'ai pas trop suivi, je sais Alors, des talents dans ce sens. il faut savoir qu'aujourd'hui, ITIL est en train de mettre une dose d'agilité dans ses processus et de DevSecOps sur la création de valeur. Donc, ils appellent maintenant les value centrics. Donc, ça, c'est le truc que ITIL a ajouté dans sa version 4 pour aller vers plus d'agilité, des processus agiles dans le monde de l'exploitation. En fait, l'agilité et le DevSecOps répondent. Tu as loupé effectivement les slides de début, en fait, finalement. Ils répondent à un changement de paradigme et à un monde qui a changé. Donc, l'agilité et le DevSecOps sont nés pour des entreprises, en tout cas pour des organisations qui veulent garder de la compétitivité, créer de la valeur et ce qu'on dit, comment on appelle ça? Ah, j'ai réfléchi en anglais, c'est ça qui me. Et satisfaire leurs clients. Voilà. Donc, après, il y a les moyens pour y aller. Les moyens, c'est l'automatisation, le CI/CD, les environnements de tests, l'automatisation des tests. Ça, c'est des moyens, en fait, pour y aller. Mais la promesse, vraiment, de l'agilité et du DevSecOps, c'est la satisfaction client, l'amélioration, bien sûr, de la qualité des services qu'on déploie, donc qualité de l'expérience, et aussi l'optimisation des coûts et la réduction du cycle de déploiement des fonctionnalités qu'on apporte aux clients. C'est ça la promesse de l'agilité. Donc ça permet à une entreprise de rester compétitive en fait, par rapport à la concurrence. Les grosses structures n'arrivent pas à faire ça. Donc le temps qu'elles sortent un produit, bah, tu as les petites structures agiles là, qui sortent le même produit et qui occupent le marché. C'est comme ça que Facebook a fait. Et puis, bah, depuis 2004, bah, ils ont Facebook et il n'y a personne d'autre qui arrive à les damer le pion. C'est comme ça que Google a fait depuis 1998. C'est le moteur de recherche le plus utilisé au monde. Et j'en passe, voilà. C'est vraiment cette notion d'optimiser et d'aller de la valeur tout de suite en optimisant les coûts. ITIL, c'est plus pour optimiser les processus d'exploitation. En dehors du processus d'exploitation, ITIL, tu ne peux pas l'appliquer pour faire
je dirais, de l'entrepreneuriat. C'est pas adapté. Par contre, si tu as quelque chose que tu veux, un système que tu veux opérer de manière efficace, efficacité opérationnelle, ben, ITIL s'adapte bien. Ouais. Ok, c'est compris. Merci pour la réponse. Mais effectivement, tu as loupé les slides du début où je donne le contexte, ça répond à quoi. Bon, tu auras peut-être les supports après, parce que j'ai donné quelques éléments au tout début. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réactions ou des compléments, hein? Vous pouvez réagir en disant, partageant votre expérience de ce qu'on a raconté là. Il y a des difficultés ou des succès que vous avez eus. Ça permet aussi de nous enrichir et puis aussi apprendre de vous. Bon, Toé, s'il n'y a pas d'autres réactions, bah, on va peut-être s'arrêter là pour laisser les footeux qu'ils aillent regarder le Sénégal. Je ne sais pas quel est le score, mais pour qu'ils aillent regarder le Sénégal. Ok. Est-ce que vous Ok, pouvez donc, mettre. Bon, je te coupe mais à moitié, mais je ne sais pas si tu allais parler de la photo de famille pour faire une capture d'écran pour juste. Voilà. oui, oui. Je te laisse le mot. Moi, je m'arrête là et je pense que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Ok. Bon, une fois de plus, nous remercions M. Kuala pour cette belle présentation sur l'agilité et le DevSecOps. Pour rappel, il faut dire que ce webinaire entre dans le cadre des activités de CITEC Community, qui est une communauté qui regroupe des passionnés de développement et tout ce qui tourne autour du numérique. Et donc, pour cela, nous avons des activités telles que des formations, des webinaires que nous effectuons. Et donc, pour ceux qui sont là et qui ne sont pas dans le groupe, vous pouvez me contacter en inbox ou bien du moins pour être invité à rejoindre notre groupe. Également, rester connecté pour des prochains webinaires. Et avant de finir, je vais demander à chacun d'activer son micro et de mettre sa caméra pour qu'on prenne une photo. Activez vos caméras. Allô, vous m'entendez? Voilà. Et c'est vrai, tu peux prendre la photo? Merci. Ok. Ça fait. Bon, ben, si c'est fait, ben, merci beaucoup. Merci. Ok, super. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et puis merci beaucoup à tout le monde. Et puis ben, au prochain webinaire. Vous restez connectés et puis visitez nos supports digitaux.